Rwanda, rupture ou continuité d'un héritage autoritaire? L'image d'un Rwanda post-conflit réinventé est, pour certains analystes, une construction politique. Plutôt que de marquer une rupture avec le passé, le régime actuel à Kigali semble s'inscrire dans la continuité d'une tradition de centralisation autoritaire, de contrôle du récit historique et d'interventionnisme régional. Le discours sur la résilience nationale est souvent présenté comme une vitrine destinée à masquer une gouvernance jugée rigide, marquée par la concentration du pouvoir et un recours régulier à la force. Ce langage, largement relayé à l'international, permettrait au régime de conserver un soutien stratégique tout en limitant les critiques. Historiquement, le récit national rwandais a toujours été encadré par des institutions politiques. À l'époque monarchique, certains récits exaltèrent les conquêtes, assimilant expansion territoriale et réussite politique. Des figures historiques telles que Ruganzu ou Ndori étaient glorifiées pour leurs campagnes, malgré les souffrances engendrées. La tradition rapportait que les victoires militaires s'accompagnaient souvent de saisies de bétail, de richesses ou de territoires. Les chants et récits transmis valorisaient ces actes, parfois en détaillant les affrontements avec une insistance sur la violence. Les jeunes hommes étaient formés dès leur jeunesse à la discipline martiale, dans une culture où la réussite individuelle était liée à la force et à la loyauté envers le pouvoir central. Cette tradition historique de centralisation politique et économique par la redistribution du butin de guerre est parfois évoquée pour comprendre certaines pratiques observées depuis les années 1990. Des organisations ont dénoncé des réattributions foncières perçues comme inéquitables, notamment dans les zones rurales. Aujourd'hui, certaines interventions extérieures du Rwanda en Afrique centrale soulèvent des interrogations. L'implication de Kigali dans les dynamiques sécuritaires et économiques de la région, notamment en République démocratique du Congo, est régulièrement critiquée par des acteurs régionaux et internationaux. Le pouvoir en place à Kigali insiste sur un modèle d'unité nationale, en refusant les clivages communautaires. Cependant, des observateurs relèvent que cette approche a pu contribuer à une concentration du pouvoir au sein d'un cercle restreint, difficilement accessible à la majorité. Certains analystes comparent cette stratégie à celle des anciennes monarchies, où l'histoire était utilisée pour légitimer l'ordre établi. Le recours fréquent à des récits officiels, contrôlés par l'appareil d'État, peut donner l'impression d'une réécriture de l'histoire à des fins politiques. Contrairement à d'autres régimes africains qui optaient pour une gouvernance locale sans ambition régionale affirmée, le Rwanda d'aujourd'hui est parfois perçu comme un acteur proactif, voire interventionniste. Cette dynamique alimente les tensions avec plusieurs voisins et organisations régionales. Ainsi, pour certains critiques, le Rwanda moderne ne représenterait pas une rupture avec le passé, mais plutôt la prolongation d'un modèle où la stabilité interne repose sur un contrôle rigoureux des récits, une présence sécuritaire forte et une influence régionale affirmée. Washington ouvre des échanges directs entre experts congolais et rwandais pour un accord de paix. Les négociations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda ont entamé une nouvelle phase avec le lancement, à Washington, de discussions physiques entre experts, après plusieurs semaines d'échanges par courriel entre les parties, ont indiqué des responsables impliqués dans le processus. Objectif affiché, parvenir à un accord de paix global, réaliste et mutuellement bénéfique, selon le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe. Une fois finalisé, cet accord sera soumis à l'approbation des ministres des Affaires étrangères des deux pays, avant d'être présenté au chef d'État pour signature. Ces pourparlers interviennent alors que les États-Unis renforcent leur engagement diplomatique et économique en Afrique, en particulier en RDC, dans un contexte de tensions persistantes dans l'est du pays. Jeudi, Troy Fitrell, haut fonctionnaire du département d'État américain chargé des affaires africaines, a souligné à Washington l'importance stratégique de la RDC, évoquant à la fois les enjeux sécuritaires et les perspectives économiques. Au cours d'un événement organisé jeudi par l'Africa Center, Fitrell a détaillé une stratégie en 6 points pour intensifier la présence américaine sur le continent, insistant sur la diplomatie commerciale, les investissements dans les infrastructures et la mobilisation des entreprises américaines. Il a rappelé que 71 nouveaux accords, représentant plus de 7 milliards de dollars, ont été conclus depuis janvier. Sur le volet sécuritaire, il a confirmé l'implication des États-Unis dans la facilitation du dialogue entre Kinshasa et Kigali, en coordination avec les initiatives régionales et internationales. Nous visons toujours un accord de paix d'ici juin ou juillet, a-t-il précisé, évoquant un calendrier extrêmement agressif imposé par Washington.
Les États-Unis mettent en avant leur capacité à offrir des investissements de qualité, respectueux de l'environnement et des normes sociales, tout en s'affichant comme un acteur central dans la résolution des crises régionales. Le gouvernement ne signerait jamais un accord qui récompense l'agression d'une autre nation. Arrivée dans la ville cuprifère, la première ministre, Judith Suminwa Tuluka, a clôturé la 20e édition de la DRC Mining Week. Cette guerre d'agression est une tentative éhontée de s'approprier nos terres et nos ressources. Mais le peuple congolais, uni, relèvera ce défi comme il l'a toujours fait, a-t-elle lancé. Le gouvernement ne signerait jamais un accord qui récompense l'agression d'une autre nation à notre encontre. Notre engagement est de protéger les intérêts légitimes du peuple congolais, aujourd'hui et pour les générations futures, a assuré la chef du gouvernement. RDC, le parti de Mapon Matata prend acte de l'alignement de la plateforme Lamuka de Martin Fayulu Ier derrière l'union sacrée de la nation. 2. L'idée de création d'un camp dit de la patrie, qui est une exacerbation du clivage politique qui prépare le lit à la balkanisation de notre pays. 3e du processus d'auto-épuration de l'opposition qui est devenu un impératif pour éviter la dévaluation planifiée de son combat politique. RDC, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, a interpellé ce samedi le gouvernement congolais sur la nécessité d'assurer une prise en charge effective des miliciens Mobondo ayant accepté de déposer les armes. Il insiste sur l'importance d'un suivi rigoureux pour garantir leur réintégration et prévenir une reprise des violences dans les zones affectées. J'étais tout à l'heure en train de poser la question au commandant qui, de temps en temps, va sécuriser les encablures de Mongata. Il me dit qu'effectivement, à Mongata, le calme est revenu et que les Mombondo ont accepté de déposer les armes. Mais là où ils sont cantonnés, il n'y a pas de suite en matière de prise en charge. Il faut absolument que le gouvernement agisse et maintenant. Puisque le désarmement, c'est une étape. La réinsertion sociale en est. S'il n'y a pas de réinsertion sociale, ces jeunes gens certainement caché les armes quelque part. Après un mois, ils vont encore revenir. Nous avons des champs là-bas qui donnent du travail à 54 villages. Mais ces mamans ne savent même plus accéder aux champs. Il n'y a même plus de main-d'œuvre. Le manioc va pourrir. Nous manquons de main-d'œuvre pour récolter le manioc. On doit transporter les gens de Ntsele, Maluku et même Tchangou pour aller faire la récolte à Mongata. Alors donc, votre document va nous aider de saisir le gouvernement sur cette question-là. RDC. Personne ne peut se rendre compte des dégâts lorsque la population n'est pas bien informée. C'est un impératif d'avoir un circuit de communication bien défini. Au XXIe siècle, la recevabilité, l'essentiel du travail des dirigeants, c'est aussi la communication. Extrait de mon intervention devant les gouverneurs sur le rôle crucial de la communication. Personne ne peut se rendre compte des dégâts que nous pouvons connaître si la population n'est pas bien informée. Je peux vous donner l'exemple de Covid-19 qui nous a tous bousculés ici. On aurait pu épargner des vies si nous avions réussi pleinement la communication qui devait casser la communication des gens qui venaient dire qui dit vaccination dit complot. Bill Gates a fait un complot, on doit exterminer les Africains, ne prenez pas les vaccins. Ça, c'est un élément important. Ici, je voudrais simplement rappeler à votre attention l'impératif d'avoir un circuit de communication bien défini. Je pense aussi, comme j'ai discuté avec le VPM intérieur, nous devons mettre en place un dispositif qui vous permette d'être pleinement informés. Par exemple, lorsque nous avons conseil de ministres, tout au moins, parce que les décisions prises en conseil concernent toute la République, nous devons avoir des canaux qui nous permettent de vous transmettre des informations. Et vous aussi, à votre niveau, vous devez avoir des canaux, des réseaux qui nous permettent à travers vous d'atteindre les populations de nos différents territoires. Il y en a 145. Ici, je voudrais insister parce que parfois, on ne voit pas toujours l'importance d'avoir des circuits d'information, mais je vous assure, sans bonne information, on connaîtra beaucoup de dégâts, on aura du mal à prévenir
pour ceux qui prennent des embarcations, par exemple dans les mains indombées, il ne faut pas prendre tel navire. Et donc, il y a un impératif urgent et pour lequel, Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, on se rapprochera de vos services, de sorte qu'après cette conférence, si c'est possible, d'avoir déjà une forme de plateforme qui nous permettra de commencer à lancer les premières informations, mais aussi à travailler avec vos équipes pour nous assurer que vous avez des sites Internet opérationnels, des réseaux sociaux bien opérationnels et des canaux de diffusion qui vous permettent d'être sûr de donner la bonne information à toutes vos populations. Et je vais terminer en disant que la redevabilité, aujourd'hui au XXIe siècle, l'essentiel du travail des dirigeants, c'est aussi la communication. Et donc, je crois que dans tout ce que vous faites, au-delà des défis auxquels vous faites face, il faut toujours vous assurer d'avoir défini un mécanisme clair et permanent qui vous permette de communiquer sur ce que vous faites et sur ce qui est fait par les gouvernements à travers vous, à travers les différentes entités territoriales décentralisées. Ce n'est que de cette manière que nous pouvons nous assurer que les messages du pays passent et que nous tous, nous travaillons dans une dynamique collective pour aller vers le développement. RDC. La chef de la MONUSCO, un Bintou Keïta, a rencontré les éléments des FARDC et de la PNC sous la protection de la mission en attente de leur évacuation. MONUSCO. Émirats Arabes Unis, un incendie massif s'est déclaré dans un gratte-ciel de Dubaï, provoquant l'évacuation d'environ 4000 personnes. Ngara tout ça il ozo comme ça ta ba moto ndenge dindi ka ba moto tala ba moto donc mon nzoto nous se mona te tikali ka ba matoi eh ya ran muninga la lipongi la biso suite koto kuna mwana maye yuko le wasali Kiu kabasele nzambe yokoma nzamba sunga papa bomba ngo bien pour infection beto mboka na ye ya to soutenir ye amete message que les gens atika moke déjà la tantine ekende Dona atika moke Vous mettez 12e rue résidentielle. Entrée Mumbele likolo à porte Kizenga. Moya koleka ezate. Papa Kizenga pe akenda pona ye pe esa nini ekei.